La question de l'angoisse a traversé l'œuvre de Sigmund Freud. D'abord envisagée comme une névrose spécifique, l'angoisse se retrouve au fil des textes, articulée au destin de la libido, à l'inconscient, au complexe d'Œdipe, à la castration et enfin au surmoi. Revenons sur les textes fondamentaux. Entre 1894 et 1898, Freud, à partir de sa clinique, élabore une nosographie de ce qu'il appelle les névropsychoses de défense. Il en propose deux groupes. Le premier correspondant à l'hystérie et aux représentations de contraintes. Le second comprenant la névrose d'angoisse, les phobies et la neurasthénie, aussi appelée névrose actuelle, ainsi que la psychose hallucinatoire et la paranoïa chronique. Freud décrit le tableau clinique de la névrose d'angoisse, qu'il articule autour d'un symptôme majeur, l'angoisse. Parmi les symptômes de la névrose d'angoisse se trouve entre autres une susceptibilité générale aux stimuli, s'exprimant à travers une hyperesthésie auditive, une attente anxieuse prenant la forme d'hypocondrie, d'angoisse de conscience, de scrupulosité, de méticulosité, ou encore des accès d'angoisse, associées ou non à des représentations. Lorsqu'elles ont lieu, ces représentations sont le plus souvent liées à des manifestations corporelles, telles que des troubles de l'activité cardiaque ou de la respiration, des bouffées de chaleur, des tremblements et secousses. Freud propose alors une première théorie pour expliquer la névrose d'angoisse. Je cite : « Le mécanisme de la névrose d'angoisse est à chercher dans la déviation de l'excitation sexuelle somatique à l'écart du psychique et dans une utilisation anormale causée par là de cette excitation. » Fin de citation. Donc, premier temps, une excitation de nature sexuelle, dont Freud envisage l'étiologie dans l'abstinence, le coït interrompu ou l'impuissance, donc excitation qui va s'accumuler dans le corps. Et second temps, cette excitation vient se lier sous forme d'angoisse à n'importe quelle représentation. En 1900, dans l'interprétation du rêve, Freud envisage les rêves s'accompagnant d'angoisse, au premier rang desquels les rêves d'embarras dus à la nudité et les rêves de la mort de personnes chères. Il envisage alors l'émergence de l'angoisse comme étant associée à des désirs infantiles, d'exhibition pour les premiers et désirs de mort pour les seconds, qui ont été refoulés et qui ne sont pas suffisamment voilés par le rêve et viennent donc déranger la conscience. En 1909, Freud étudie l'angoisse à travers la phobie du petit Hans. L'angoisse de ce dernier, qui est au départ sans objet, se resserre progressivement sur notamment l'objet cheval. C'est cette fixation de l'angoisse à un objet qui fait de la névrose du petit Hans une phobie plutôt qu'une névrose d'angoisse. Freud démontre comment cette phobie représente en fait le conflit psychique du petit Hans qui oscille entre amour et hostilité envers son père et désir érotique et sadique pour sa mère. Ainsi, c'est l'échec du refoulement de ces désirs oedipiens qui serait à l'origine de l'apparition de l'angoisse chez l'enfant. Plus tard, nous verrons que Freud reviendra sur cette hypothèse. En 1917, dans sa leçon intitulée « L'angoisse », Freud identifie, bien qu'il ne les distingue pas clairement encore, l'angoisse de réel et l'angoisse névrotique. L'angoisse de réel est déclenchée par la perception d'un danger externe et est donc associée à la pulsion d'autoconservation du moi. L'angoisse est un état d'affect répétant une impression première, à savoir l'acte de naissance, en tant qu'il provoque des sensations corporelles déplaisantes et entraîne la séparation d'avec la mère. L'angoisse névrotique fait référence à l'angoisse librement flottante de la névrose d'angoisse et à celle liée aux phobies. Concernant l'étiologie de l'angoisse, Freud rappelle l'hypothèse selon laquelle c'est la libido accumulée par retenue sexuelle qui devient angoisse. Mais il fait un pas de plus, grâce à son étude de l'hystérie, en établissant que l'angoisse a un corrélat inconscient et que ce dernier peut être une excitation libidinale positive ou une excitation hostile agressive. C'est parce que cette excitation est refusée qu'une angoisse névrotique se développe, signifiant, je le cite, la fuite du moi devant sa libido. Ainsi,
je cite également Freud, le développement de l'angoisse est intimement rattaché au système inconscient. En 1923, Freud poursuit dans Le moi et le ça, en indiquant que le moi réagit par l'angoisse devant 3 sortes de dangers, que sont les menaces provenant du monde extérieur, les menaces provenant de la libido du ça, et les menaces face à la sévérité du surmoi. Suivant le principe de plaisir, le moi chercherait à éviter, devant les 2 premiers dangers, donc le danger externe et le danger du ça, le terrassement ou l'anéantissement. Tandis que devant le 3e, donc celui issu du surmoi, l'angoisse découlerait de l'angoisse de castration, qui se poursuivrait ultérieurement sous la forme d'une angoisse de conscience. En 1926, Freud, dans Inhibition, symptômes et angoisse, affirme que le moi est le lieu de l'angoisse proprement dit. Il remplace son hypothèse de l'angoisse en tant que transformation de la libido par une nouvelle hypothèse qu'il envisage au sein du processus de refoulement. Reprenant l'exemple du petit Hans, il démontre que l'angoisse de castration produit le refoulement des désirs oedipiens issus du ça, puis vient se fixer à un autre objet, devenant dès lors objet phobique. Dans ce même texte, Freud rappelle que le prototype de l'angoisse semble être l'expérience traumatique de la naissance qui confronte le nouveau-né à la séparation d'avec la mère. Revenons une nouvelle fois à Freud. Toujours dans Inhibition, symptômes et angoisse, celui-ci poursuit son développement en indiquant que l'angoisse, liée aux impressions précoces durant la naissance, se répète plus tard sous la forme d'angoisse de castration, c'est-à-dire que le danger passe de la perte de l'objet maternel à la perte de l'organe génital s'articulant au complexe d'Œdipe. La destruction du complexe s'accompagne de la constitution du surmoi qui, incarnant l'instance parentale, représentera ensuite le danger de castration. C'est ainsi que l'angoisse de castration devient angoisse de conscience. Je cite Freud. Exprimé de façon plus générale, c'est à la colère, à la punition du surmoi, à la perte d'amour de sa part que le moi donne valeur de danger et à quoi il répond par le signal d'angoisse. Il m'est apparu que la transformation ultime de cette angoisse devant le surmoi était l'angoisse de mort. Fin de citation. En 1930, dans Le malaise dans la culture, Freud continue de donner une place majeure au surmoi. Au cours du développement infantile, survient un premier renoncement pulsionnel causé par l'angoisse devant la perte d'amour et renoncement qui s'opère face à la menace de l'autorité externe, un parent menaçant de punir. Ensuite, cette autorité est intériorisée sous la forme du surmoi et un second renoncement pulsionnel intervient, cette fois-ci devant l'angoisse de conscience morale. La conscience morale, issue du surmoi donc, bascule selon les avancées de Fernando de Amorim du côté de la résistance du surmoi lorsqu'elle devient sous forme d'agression écrasante pour le moi. Cette résistance est celle que Freud identifie comme étant, je cite, la plus obscure mais pas toujours la plus faible. Issue de la conscience de culpabilité ou du besoin de punition, elle s'oppose à tout succès et est en conséquence aussi à la guérison par l'analyse. En 1933, dans sa leçon intitulée « Angoisse et vie pulsionnelle », Freud réunit l'ensemble des avancées concernant sa conception de l'angoisse. Il distingue à présent 3 types d'angoisse. Angoisse qui, rappelons-le, est produite par le moi, à savoir l'angoisse de réel devant le monde extérieur, l'angoisse névrotique devant les passions du ça, l'angoisse de conscience morale devant le surmoi. L'angoisse étant une réaction face à un danger, la situation de danger évolue en fonction des stades de développement. Danger de désaide psychique pour le nouveau-né, danger de perte d'amour, de perte d'objet, de perte d'amour dans les premières années d'enfance, danger de castration avec la phase phallique, et enfin, angoisse devant le surmoi. Ces stades ne sont pas toujours dépassés aisément et peuvent devenir des points de fixation constituant la névrose de l'adulte. Enfin, Freud, dans ce texte, confirme que c'est bien l'angoisse qui produit le refoulement des désirs oedipiens et non le refoulement qui produit l'angoisse, précisant qu'il s'agit de l'angoisse de castration chez le garçon et de l'angoisse devant la perte d'amour chez la fille. Je vous remercie de votre attention.